Bien, bon après-midi donc, mesdames et messieurs, merci nous être fidèles donc pour ce nouveau cours donc d'Anselm Kiefer au Collège de France et la discussion qui fait suite. Donc nous recevons aujourd'hui Germano Schelent, donc ici présent, donc très grande personnalité du monde de l'art, on pourrait dire moderne et contemporain, connu par un coup d'éclat à la fin des années 1960, lorsque dans l'art italien de cette époque-là, il décèle des points communs, en particulier un très fort intérêt pour la nature, pour l'organique, les formes organiques, les formes, disons, qui expriment une durabilité qui va bien au-delà de la vie humaine et qui l'intègrent dans leurs œuvres. Germano Schelent donnera le nom d'Arte Povera à ce mouvement qui unifie donc le travail d'artistes italiens comme Alighiero Boetti, Mario Merz, Marisa Merz, Gilberto Zorio, et bien d'autres que vous connaissez, Janis Kounellis, Pino Pascali. Alors, Germano Schelent est présent ici aussi parce que très tôt, et il nous expliquera pourquoi, il s'est intéressé au travail d'Anselm Kiefer, qu'il a exposé à maintes reprises, notamment dans de grandes expositions, en particulier à Venise, au Palazzo Correr, voici une quinzaine d'années déjà. Voici une quinzaine d'années. Bon. Et ceci parallèlement à une activité intense, donc d'historien de l'art, de critique d'art, mais aussi de commissaire d'exposition, puisqu'on lui doit de très grandes expositions, à la fois sur l'art classique, disons moderne, comme le futurisme, mais aussi sur l'art le plus contemporain, puisqu'il a été directeur artistique de la Biennale d'art de Venise, d'art contemporain. Alors, pour l'instant, ce qui nous intéresse aussi, c'est de préciser que vous êtes un spécialiste de Piero Manzoni, qui a été évoqué dans cette conférence par Anselm Kiefer. Vous avez fait son catalogue raisonné, et récemment une exposition qui est consacrée à la galerie Gagosian, donc à New York. Et enfin, signifier que vous êtes totalement, on pourrait dire, présent à l'esthétique contemporaine, c'est son versant peut-être le plus récent et hystérique, si je puis dire, si je puis me permettre, à travers la direction artistique de la Fondation Prada, donc à Milan. Voilà, donc je vais peut-être commencer, puis je me retirerai un petit peu, je vous laisserai plus parler tous les deux. Justement, pourquoi votre intérêt pour Anselm Kiefer, enfin ton intérêt, on se tutoie, Germano, en particulier, j'insiste bien sur la date et sur le fait que le travail qu'il proposait, comme on en a déjà parlé, était très différent de ce que toi t'avais intéressé, en particulier la question de l'organique, de la longue durée. Bon, par exemple, ces artistes de l'Arte Povera, Giovanni Anselmo, par exemple, va exposer un morceau d'anthracite et tel quel, et il l'appelle 325 millions d'années, par exemple. Ou Pino Pascali expose de l'eau de mer, hein, vous voyez, 35 mètres carrés d'eau de mer. Ou bien Janis Kounellis, des chevaux vivants, hein, il appelle ça 12 chevaux vivants. Et il est clair que le travail d'Anselm Kiefer n'a pas, a priori, de lien immédiat avec ce qui semble vous intéresser plus à ce moment-là. Alors, pourquoi lui, finalement? Je m'excuse, mon intervention va être un peu française, italien, anglais. Je ne trouve pas les paroles, je dois tomber dans notre langage, je m'excuse. Je pense que c'est important pour moi, comme historien d'art, d'analyser Anselm, le travail d'Anselm dans les côtés historiques. Je viens de la baroque, je suis aussi un expert d'art contemporain. Mais pour moi, les dates de l'intervention d'Anselm, ce sont fondamentales pour mon perspective. Je viens d'une analyse de l'histoire de l'art Manzoni, c'est les années 60, 63. Et à l'époque, si on regarde l'histoire de l'art, il n'y a pas dans la peinture ou dans l'image produite d'un artiste, l'image même de l'artiste. Tu peux avoir la première image. Je vais faire une relation avec la conférence. Ici, il y a l'artiste dans le tableau, dans la photo.
Anselm, c'est le premier qui a pris la responsabilité d'être dans les tableaux pour avoir la responsabilité historique du travail qu'il faisait, qui s'appelle l'occupation. C'est très important historiquement. C'est-à-dire, jusqu'à l'époque, il y était Paul Locke, de Kooning, des artistes qui ont fait des travaux, mais ils ont été à l'extérieur du travail. Il va compter, c'est le produit, l'objet qui va être montré. Avec Manzoni un peu, pas Klein ou les autres artistes, on faisait des actions, mais les produits étaient montrés comme le travail définitif, sans responsabilité. Il y a la signature, mais ce n'est pas l'image de la personne même, l'artiste. Alors, Ansel, il a montré dans son tableau, lui-même, avec les gestes d'occupation naziste, et a assumé la responsabilité d'être une image, un témoignage historique. C'est pour ça que c'est très important dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire, il y a une situation que l'artiste est lui-même responsable, et est lui-même dans les tableaux. Après, il y a une génération, à la même époque, plus ou moins 68-69, comme des photographies de Mapplethorpe, Keating, toute une génération a pris la position d'être dans la photo et de dire je suis responsable, je suis part de l'histoire et je suis aussi la mémoire même de l'histoire. Je suis le sang de l'histoire et je suis aussi la possibilité de le futur. Il y a des tableaux d'Anselm qui représentent lui-même comme un arbre, que c'est le futur. Alors il y a le passé et le futur. Le passé, c'est l'occupation, le futur, c'est les artistes, mais avec l'image directe de son corps. Avant ça, il était seulement des gestes, il était seulement des actions, les happening, fluxus, des choses comme ça. Alors je pense que c'est important pour moi, comme historien d'art, que cette position est déclarée sur le côté de la peinture. Alors ça, pour moi, devient une contribution historique. Alors, je suis la mémoire. Non, mais c'est vrai, je suis pas. Ma mémoire, c'est pas seulement dans mes cerveaux, hein, c'est partout. Hein, ce sont mes cellules et tout. Je suis. Oui, comme ça, c'est bien dit. Je suis la mémoire. Oui. Mais c'est peut-être pas si simple, parce que moi j'écoutais Germano Schelent, effectivement, c'est tout à fait troublant de voir des tableaux dans lesquels tu t'es représenté dans une forêt frigorifiée en train de faire un salut nazi dans le Val germanique, comme ça, livré à un grand hiver, à une immense glaciation, qui est celle de l'histoire d'après, après l'effondrement du mythe. Mais bon, d'un autre côté, moi je pensais, toi tu dis, avant il n'y a eu que des actions dans l'art corporel, mais il y a quand même des artistes qui ont déjà signé de leur présence dans les tableaux. Je pense par exemple, si on prend un Hermann Nietzsche en Autriche, dans l'art corporel, il est quand même celui qui... Non, il a fait des rituels. Il a fait des tout en rituels. étant présent dans les rituels. C'est le sacrifice, mais pas la représentation du sacrifice. C'est une grande différence. C'est une grande différence. Oui. S'il y a une situation que le corps de danse devient éternel, comme un prêtre. Oui. Comme un prêtre. Oui. Et un prêtre ne dit pas je suis la mémoire, il dit je représente Jésus-Christ. Je change le pain en chair. Alors ça, c'est une autre chose. Oui, il n'est pas un sujet, mais là, problème quand même, parce qu'on a évoqué la figure de Beuys, qui a été un de tes professeurs à la Kunstakademie de Düsseldorf, mais alors si quelqu'un a bien... Attends, il faut rectifier ça, parce que tout le monde écrit, j'étais dans la classe de Joseph Beuys, et c'est pas vrai. Alors... J'y allais de temps en temps, peut-être 3-4 fois dans ma vie. Je prenais mes tableaux sur mon Beetle, sur mon Volkswagen, je le roulais, et j'allais à Düsseldorf pour lui montrer mes tableaux. Mais je n'étais pas dans sa classe, j'étais toujours dans la forêt. Mais pas seulement, parce que quand tu faisais tes saluts nazis, par exemple, tu lui as fait une démonstration et il t'a dit... Non, ça j'ai fait avant que j'ai connu Beuys.
Ah bon, parce qu'il t'a dit non, si ça avait été avec les vrais, ça ne serait non. pas passé comme ça, parce Non, qu'il après, fallait avoir les cheveux coupés. Non, après, c'était des années après, 2 ans après, quand je lui montrais les Histoire. photos. Alors, c'était le seul qui a dit c'est bon, hein, c'est une bonne action. Et il m'a montré comment le geste devrait être. Parce que je lui avais dit on me prend maintenant pour un néo-nazi, c'est affreux. Il a dit non, alors le geste, c'est pas parfait. Alors, il m'a montré comment le geste était correct. Alors, le mien n'était pas correct. Oui, mais alors quand même, Germano, Céline, il me semble que Beuys, d'une certaine manière, pour l'Allemagne, a incarné en son nom, avec son corps comme signature, une certaine responsabilité de l'artiste dans ses œuvres, non? Oui, le problème de Joseph Beuys, c'était trop mystique. Le danger de Joseph était l'identification avec Christ, avec Christ. Et alors, il y a ce côté qui n'est pas détaché. Le problème de Anselm, c'est de détacher de cette sanctification. Ok? Oui, c'était un peu comme Nietzsche, beaucoup mieux, mais c'était un peu comme Nietzsche. C'est vrai. Il y a la réaction contre Beuys d'être réactionnaire à la fin. Non? Alors, le problème d'être un personnage commun qui va dans l'Italie et tout l'espace de l'occupation, il fait un geste de réappropriation avec son responsabilité comme un témoignage d'un type normal qui est allemand et qui est imprégné de le nazisme comme histoire. Oui. Joseph a oublié il cherchait un point hors de ça. Oui. Il cherchait le point dans le Caucasus chez les chamans. Oui. Alors, il se foutait des Allemands. Se nettoyait déjà. Chez les chamans. C'est-à-dire que lui posait le principe d'une guérison possible dont l'artiste aurait été l'ordonnateur, alors que toi, tu te présentes ouvertement comme malade. Non. Oui. Je suis. Dans ces actions-là. Je suis blessé de mon histoire, c'est clair. Oui, mais aussi le problème de Beuys, c'est de donner la sanctification à tout son artiste. Ça, c'est déjà une phrase très, très violente de dire. C'est son côté politique. Hein. Ah oui. Oui, et son côté politique, s'il avait réussi ça, alors ça menait tout de suite dans une dictature. Ça aurait été affreux parce que la démocratie directe, c'est impossible. Alors on va toujours, chaque fois quand il y a une vote directe, par exemple la dernière c'était pour l'Europe en France, alors la constitution européenne n'était pas possible parce qu'il y avait comment dit-on, une Volksbefragung, un plébiscite. Alors la démocratie directe c'est impossible, ça mène dans l'abîme. Oui, je rappelle que Beuys plaidait justement pour la démocratie directe. Enfin, c'était l'idée que, bon, d'une certaine manière, il ne peut y avoir de démocratie qu'incarnée par chaque citoyen, ce qui est le cas, mais avec une expression immédiate et pas... J'ai toujours discuté avec lui, j'ai dit, on a Appenzell. Appenzell, c'était direct, Appenzell, mais sans les femmes, vous savez ça. Il y a peut-être 10 années maintenant que les femmes peuvent voter en Appenzell. Bien. Moi aussi, je veux dire une chose, la différence. Quand Anselm parle avec le tunnel, non, c'est une situation pas forcée comme Eurasia. Joseph Beuys a forcé la situation de dire j'ai fait l'union de deux continents. Pour Anselm, c'est souligner les dialogues et les passages d'énergie seulement. Et c'est totalement différent, encore une fois. Oui. Juste une précision. C'est pas contre Beuys, c'est pour... Non, il faut que j'insiste, c'est le plus grand artiste allemand. Mais je n'étais pas pour sa politique, hein, j'étais contre. Oui, Eurasia, dont tu as parlé, donc il s'agit d'une performance de Beuys qui consiste sur l'équivalent d'un rectangle, comme ça, de ces petites dimensions, à mettre un bâton à chaque bout,
un bâton qui symboliserait l'Europe, un autre qui serait le bâton eurasien, comme il disait, et donc de parcourir l'espace compris entre ces deux bâtons avec l'idée symbolique de la jonction dont tu viens de parler. Oui. Voilà, donc l'idée que finalement l'artiste, c'est lui qui va réunir, comme disait Beuys d'une façon quand même très caricaturale, l'Occident matérialiste et l'Orient spiritualiste. Bon, sachant que nous n'avons jamais été spiritualistes en Occident et que nous ne le sommes plus depuis longtemps, ce qui m'étonnerait un peu. Je fais des questions, c'est mieux. Non, du tout. Bien, alors je voudrais qu'on revienne un petit peu à ce qu'est le thème de cette leçon, de ce cours, tout à fait fascinant, je trouve. Les questions ici, 3 œuvres qui parlent chaque fois des rails, donc qui développent la métaphore ferroviaire, qui est une métaphore qui appartient à l'histoire occidentale dans l'art depuis Turner, peut-être. Je crois que Turner est peut-être le premier à avoir peint des rails, dans Pluie, vapeur, vitesse en 1844. Et puis on n'a plus cessé de voir des rails. Monet a peint des... C'était après. C'était bien après. Oui. Et on n'a plus cessé de voir des rails, les impressionnistes, bien sûr, les futuristes. Je pense à Abel Gans, la roue, Dziga Vertov, l'homme à la caméra, etc. Donc la métaphore du rail est quelque chose de très très important. Je ne suis pas surpris qu'elle serve ici plusieurs dessins artistiques que tu nous as détaillés selon trois modalités. D'une part, le geste inutile, le premier geste, le geste assez vain, donc d'un artiste presque anti-démiurge, occupé comme ça dans l'action. Ensuite, avec Boltanski, un travail presque idéaliste, de simulation comme ça, de conquête du territoire par l'artiste. Et puis enfin, toi, ton travail à proprement parler sur finalement ces rails disparus, donc qui obligent à Siegfried, le Siegfried que nous sommes, à avoir une station, à s'arrêter, à dire bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on peut aller? Non, il cherche la femme. Ouais. Oui, comme ça. Mon Dieu, cherchez la femme. Vous trouverez Siegfried. Qu'est-ce que tu as pensé, Germano, de je ces pense 3 qu'il y a une grande référence sur la métaphysique de Chirico, sur l'idée de l'énigme. Il y a aussi la mathématique, oui. Parce que dans la mathématique, j'ai appris ça, dans les deux lignes parallèles se creusent, oui, à l'infini. Se croisent dans l'infini, alors oui. C'est aussi ça. Oui, je pense que ça disait de Chirico parce qu'il y a le problème de la ruine, il y a le problème de l'énigme, il y a le problème de l'infini, que c'est un sujet qui Hansen a touché, et l'histoire de la mémoire, l'histoire comme mémoire, comme historique, avec le côté de l'image classique, avec son, comment ça s'appelle, shadows en France? Les ombres. Et les ombres, c'est le côté qui va être illuminé par l'artiste. C'est le côté pas connu, qui était oublié. Et toute l'histoire de la lecture, c'est l'artiste qui va illuminer un aspect de l'histoire. C'est pas la dernière partie de discours de Hansen, c'est va toucher et canceller l'oubli. L'oubli. Oui. Alors, je pense que c'est plus le côté métaphysique de l'aspect du chemin de fer. Et aussi, c'est la responsabilité de qui ne sait pas là, la responsabilité de l'artiste de nettoyer l'histoire, de faire ça, le geste de nettoyer, ou de faire un geste qui est symbolique de l'infini, oui. Et d'analyser pas les secrets, mais l'énigme. Une chose qui est là, mais n'est pas connue, elle ne sera pas connue. Et c'est un travail qui va toute la vie. Alors c'est de Chirico pour moi plus que le futuriste, parce que le futuriste c'est plus le mécanisme, la vitesse. Oui, et les rails, c'est aussi, on peut dire aussi, connoter ça avec le commencement du capitalisme,
commencement de l'industrialisation, le capitalisme et puis après avec le capitalisme, avec le marxisme qui croit à une fin de l'histoire et qui croit que tout mène vers un but et puis c'est le paradis. Alors, tout ça, ça commence avec les rails. Quand on pense aux rails, on pense aussi aux Sibéries, qui durent des semaines de traverser la Sibérie. Et tout ça, je pense à la princesse de Sibérie, qui a suivi son... Il y avait une émeute, Dekabristenaufstand, en Russie. Alors, des décapristes, vous connaissez ça, décapristes, c'est peut-être en français différent. La même chose, décapristes. Alors, et il y avait beaucoup de gens qui ont été envoyés par le tsar en Sibérie, et puis il y avait une femme qui venait avec lui, et elle s'appelle maintenant princesse de Sibérie parce qu'elle a fondé des théâtres, des opéras en Sibérie. Alors, il a développé la culture dans la neige. Et ça, c'est ce que je pense... Mais quant à cette leçon, cette conférence, ce qui m'intéresse aussi, comment on peut, parce qu'on parle de l'art toujours, on parle que l'art va peut-être s'effondrer ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait après quelqu'un qui a fait un dessin de kilomètres? Qu'est-ce qu'on fait après? Lui, on ne peut pas le demander parce qu'il est mort. Mais, ou après Roscoe, ou avec Kenneth Nolan, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, c'est là la fin de l'histoire de l'art, je demande. Hein. et je recommençais auparavant. Alors, je me dis que si j'étais un de ces artistes, je ne saurais pas comment continuer. Alors, vous savez, Duchamp il a fini à jouer des échecs, aux échecs. Oui. Aux échecs, il a fait que ça, après. Germano, oui, il y a spécialement Manzoni, il a fait la ligne de 7 km, vous savez, et c'est un projet de faire la ligne de l'hémisphère du monde. Alors, il y a cette, comment ça s'appelle, rêve. L'artiste aussi qui va à les limites comme Manzoni, qui meurt pour son travail. Hein? Il fait sacrifice avec tout le sang, avec la merde, tous les objets de son corps sont partis, sont comme le San Gennaro, non? Le rapport entre San Gennaro et Manzoni, c'est très important parce qu'il montre une revitalisation du sacrifice de l'artiste à la fin. Alors, les limites de cet art, c'est l'aspect conceptuel, mais le côté physique, existe. Alors, je pense que l'image de Manzoni, c'est le dessin infini, mais aussi, il y a tous les dessins du monde dans cette ligne. Oui, même de Louvre, je l'ai dit. Non? Oui. Alors, il y a une potentialité totale. Ce n'est pas seulement qui va à l'infini, mais les 10 mètres pour être un dessin d'un portrait, pour être une chose. Alors, il y a un potentiel intellectuel, mental, qui existe et qui représente une époque historique. Les années 60 sont aussi l'aspect conceptuel du travail, non? C'est le vide, tu as un autre vide. Hein? Le vide est la mémoire, le vide c'est l'intensité d'une chose comme le vide de Boltanski. Non? Il y a toutes les stratifications de l'Holocauste, des sacrifices, de politique. Mais aussi il y a un vide comme Yves Klein, il y a le vide de Manzoni. Alors, il y a cette dimension d'abstraction et d'histoire qui vivent dans le même moment. Il y a une différence entre le vide de Boltanski et celui de Manzoni. Ah oui, parce total. Que Boltanski, le vide, vous vous souvenez entre les deux maisons, c'est rempli d'hommes, c'est rempli d'existence. Oui. Le dessin de Manzoni, c'est un autre vide, c'est un vide plutôt philosophique ou alchimiste. C'est d'espérer. Il y a une disparition manzonique qui c'est l'absence, la manquance de communication
Et entre Boltanski, c'est comme, pour moi, il y a des références à ton paysage. Ton paysage, c'est plein de présences qui sont l'absence. Ce sont des choses, des images qui sont là, mais ce sont comme des fantômes. Mais tu crois que concernant Manzoni, c'est une désespérance envers tout ce qui était déjà fabriqué en dessin ou une espérance contre la situation humaine? Alors c'est une différence. Oui, il y a un détachement. À l'époque, c'est la disparition de ne pas avoir une utopie. Et c'est totalement négatif. C'est le zéro. Tu te rappelles, à l'époque, c'est le zéro groupe. L'idée, c'est Roland Barthes, non? Le degré zéro de l'écriture. Non? Il y a cette idée, la sémiotique, toutes les choses comme ça deviennent les zéros. C'est l'anticipation de le minimalisme. Alors, ça dit, on pourrait dire, c'est le commencement alors. Oui. Parce que si on peut dire on part à zéro. On a dit que les Allemands sont partis en 1945 à zéro, ce qui n'est pas vrai, c'était le contraire. Oui. Mais alors ça serait une désespérance qui se tourne vers le futur, hein, si c'est ça. Il y a l'espérance. Il y a, c'est aussi un artiste italien, comme en Germain, après la guerre, l'idée de reconstruire une chose. Reconstruire, oui. Et alors, il y a cette idée de partir dans le degré zéro de le signe, aussi de son corps, comme le degré de son possibilité d'être un artiste, mais pas avec la possibilité d'être l'arbre de la vie, comme toi. C'est tellement différent. Il y a, je regarde le tableau comme une réponse déjà. Non? Tu as l'arbre de la vie. Ton corps devient, c'est vrai, l'arbre de la vie. Alors, il devient une situation. C'est déjà une génération après. Mais ça, ce que tu dis zéro, c'est un aspect nouveau, hein, parce que alors normalement les artistes qui finissent par une ligne ou par d'autres choses qui sont simples ou par des rayures, ils prennent pas ça pour zéro, pour revenir à quelque chose. Ils prennent ça pour un point endpoint, point final. Oui, c'est un point final. Enfin, mais pour moi, c'est un point de commencement. Oui, mais à l'époque, si tu regardes, c'était un point final parce que tout ce groupe est un peu disparu aussi. Il est devenu du design, il est devenu une réponse fonctionnelle. C'est le problème, oui. C'est le problème. Oui. Alors, l'idée que tu dis des commencements était là pour une production qui n'est pas symbolique, était plus fonctionnelle au marché, au design, à l'architecture. Ce sont devenus des décorateurs. Oui. Non, et moi, personnellement, je suis très reconnaissant parce que je pouvais recommencer recommencer au point zéro. Tu as un terrain de travail. Oui. Le paysage côté zéro. Et c'est seulement 5 années de différence. Oui. Bien, merci pour cet échange. Mais néanmoins, concernant Manzoni, je ne suis pas absolument sûr qu'il voulait arrêter, je ne suis pas absolument sûr qu'il n'y avait pas de symbolisme. Mais comme il y en a beaucoup. Il a arrêté. La mort l'a arrêté, oui, mais ça c'est le cas de tous. Mais bon. Mais il a arrêté. C'est égal si c'était la mort ou quelque chose d'autre, il a arrêté. Oui, mais néanmoins. Quand il signe ces femmes. Oui, mais ça, c'est un moment catholique. Bon, d'accord. Alors, après le moment catholique. Non, le moment catholique, c'est-à-dire quand il a donné les œufs à manger, il s'appelle communion de l'art. Oui. Second voice. Il veut changer votre corps, l'âme, toutes les choses. Il te donne l'œuf signé de lui, et tu le manges.
Et alors tu changes. Comme Yves Klein, il donnait les cocktails bleus Oui. afin que tu pieds bleu. Ouais. Mais je pense. C'est le nettoyage intérieur. Mais le Manzoni, par exemple, du socle du monde, alors c'est le Manzoni, il est plus C'est catholique, il est cosmique. Ah, Alors. mais total. Oui. C'est le pop, non? Oui. Il change. Bon, vous savez, c'est une œuvre qui prend tout simplement la forme d'un parallépipède. Voilà, un piédestal, tout simplement, sans rien. Bon, ben voilà, c'est le socle du monde. Si on considère que ça soutient. Voilà. C'est comme ça, le père upside down. C'est renversé. Alors le monde, c'est comme ça. Et sur le pédestal devient la base du monde. C'est très symbolique, mais c'est très catholique. Hein? Ça, c'est le côté des boys aussi. Oui, Pas catholique. Ben, il a grandi à Trèves. Hein. Trèves, c'est une ville catholique en Allemagne. Trier. Non, il a fait. Ah oui, c'était catholique. Oui. Trier. Est-ce que c'est une faute, mon Dieu? D'être catholique? Oui. Non, c'est pas une faute. Nous sommes aussi perverses. Hein? C'est un destin. Nous sommes sous le coup d'un sondage terrifiant en France qui nous apprend que, Non, que 40% des Français ne croient plus en Dieu. Je suis Donc, catholique 40%, moi-même. Le problème, c'est le minimalisme, c'est protestant. Hein? C'est la réduction à zéro. Le catholicisme, c'est de prendre tout dans une vision totale. Non, dans cette œuvre que j'aime beaucoup, Le socle du monde, il inverse les directions. D'abord, le ciel était en haut et la terre était en bas. Alors, il inverse ça. Même ça, c'est catholique. C'est le côté jésuite. Hein. Oui. Et son éducation était jésuite. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne quand même sur la figure de cet artiste, puisque toi, Germano, tu dis... voilà, Anselm Kiefer se met dans son tableau, il signe une responsabilité, il l'incarne. Et c'est vrai, je pensais en t'écoutant à ces œuvres de Michelangelo Pistoletto qui s'appelaient Les objets en moins, ces fameux miroirs où finalement c'était le spectateur qui venait s'incarner, donc c'était tout à fait autre chose. Mais je pense aussi à une figure qui est celle d'une sorte de conquérant un peu de l'inutile. Que ce soit Tibor Génis, par exemple, que ce soit Boltanski ou que ce soit toi, dans tous les cas de figure, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un échec. Ici, parce que dans ce cas-là, c'est quand même une démarche sisyphéenne, enfin, on pourrait dire travail de Sisyphe. Dans le cas de Boltanski, tu le dis toi-même, l'œuvre avec les fanions sur la voie ferrée à Montpellier, bon, il se présente un peu comme un clown disposant comme ça ces petits fanions. Et puis toi, finalement, condamné à demeurer là, ne plus pouvoir avancer. Je ne dirais pas échec, parce que l'échec est inclus. Alors c'est déjà, ça commence par l'échec. Alors c'est so tun als ob, was heißt das? Faire comme si. C'est ça que l'artiste fait. C'est oder man ist nur ein Vorwand. On est un prétexte. On n'est pas d'autre. Et alors je ne parlerai pas d'échec, parce que le type, l'artiste, il sait que ça ne sert à rien. Mais encore Hein? Ouais. Bon. Échec ou non Malgré tout. On peut juste, par exemple, préférer au travail de Boltanski, peut-être ce qu'avait fait, alors là cette fois avec les maisons en Allemagne, qui est un travail intéressant, mais assez élémentaire, parce que c'est un travail métonymique, c'est tout ce qu'on sent dans la plupart de ses œuvres, c'est-à-dire que le vide est donné pour le plein, le fini est donné pour l'infini, le simulacre est donné pour une sorte de vérité. Bon, on est toujours dans un champ comme ça, assez problématique. Mais je me souviens, par exemple, puisque tu parlais de Beaubourg. Quand Beaubourg a été créé, vous vous rappelez, enfin, peut-être ceux qui ont pu le voir, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je l'ai vu. Ouais, oui. Moi, je ne l'ai pas vu, parce que je ne suis pas parisien, mais j'ai vu des trop photographies. Pas tant que ça. Voilà. Je me souviens qu'un artiste très important qui s'appelle Gordon Matta-Clark est venu à Paris et a travaillé sur les ruines du plateau Beaubourg en ouvrant justement des murs qui permettaient depuis la rue de voir ce qu'avait été l'intimité des gens. Donc on pouvait voir à l'intérieur des bâtiments peu de temps avant qu'ils soient... Oui, c'est un artiste fantastique. Voilà, donc il développait un principe qu'il appelait l'anarchitecture, c'est-à-dire une architecture qui révèle, ou une réflexion sur l'architecture qui révèle ce que l'architecture normalement ne révèle pas. Et je me demande si finalement,
la démarche de Mata Clark est une démarche qui consistait à montrer les choses avant qu'elles ne disparaissent dans ce moment-là, n'est pas plus intéressante. Je crois que ce n'était pas intéressant pour lui que ça disparaît ou disparaît pas. Non. Il prenait les bâtiments, il faisait aussi quelque chose des piers, non? Piers à New York. Sur les quais. Sur les quais, il y avait des grands, là où les bateaux arrivaient, et il y avait les grands halles où les gens étaient reçus. Il a travaillé au-dessus de ça, et il pensait ça comme sa palette. Hein. Il travaillait avec les bâtiments, il coupait des trous là-dedans où on pouvait voir à travers tous les étages, et il faisait ça lui-même. Il n'avait pas des assistants qui étaient dans un harnais et suspendus. Il faisait ça avec ça. Il investissait son corps. Hein. Et moi, je trouve cet artiste formidable. Il est très peu connu, mais c'est le plus grand artiste, peut-être. Il est quand même très connu. Oui? C'est le fils de Roberto Matta. Oui. Donc, Bon. non, mais mort très jeune, hein, une quarantaine Ouais. d'années, comme André Cadéré à la même époque. Enfin, Manzoni est mort à quel âge? J'étais jeune aussi. 23. Ouais, on a eu beaucoup d'artistes morts jeunes. Oui, il relativait aussi la solidité des choses, des maisons. Alors, il faisait un Spalt, une fente. Il faisait une fente dans une maison, et tout à coup, la maison se divisait, se fondait et était un peu décalée. Oui, Oui. ouais, pardon. Non, je t'en prie. Non, j'ai travaillé avec Gordon, j'ai fait une expo, je pense la première en Europe, et elle a coupé une maison. Mais ici, il y a la différence, je pense, sur le concept de vide dans l'artiste européen et l'artiste américain. L'artiste américain use le vide comme matière pour faire une sculpture. L'artiste européen, le vide, c'est l'histoire. Et je me rappelle une discussion entre Mel Bochner et Cornelis une fois, et c'était une discussion très, très vivace. Et en ce moment, Cornelis a dit, ça pour toi c'est 2 pieds, pour moi c'est 2000 ans. Oui. Et ça c'est la différence. Oui. Pour un artiste européen, c'est une chose qui a une histoire infinie. Pour un artiste américain, c'est plus un côté formaliste. Oui, Alors Gordon coupait comme Michel-Ange coupait le marbre, et seulement utilisait des buildings, des choses qui sont déjà là. Oui, et chez nous, il y a toujours un double sens. Oui. Par exemple, quand nous disons ah, c'est affreux ce tableau, on veut dire que c'est bien parfois, vous comprenez? Si vous dites en Amérique c'est affreux, hein, ça reste affreux. Oui, mais je me souviens bien que Mario Merz, avec lequel tu as travaillé, avait, il me semble, sculpté l'espace compris entre 2 chaises, si mes souvenirs sont bons, le volume. Ou à moins que je fasse Ça, une c'est erreur. Calzolari. Bon, Calzolari, autant pour moi. Donc c'est pas, quand on dit Il y l'Amérique a c'est formaliste et l'Europe c'est historique, c'est mais- peut-être un peu schématique. Oui, c'est thématique, mais il donne la différence parce que quand tu parles de la mémoire de le building Pompidou, pour lui, c'est une coupure comme... C'était le seul endroit où il oui. pouvait agir parce que la police ne le persécutait pas. En Amérique, la police le persécutait Oui. parce qu'il s'était pas permis de faire ça. Là, c'était déjà demi désaffecté, alors il pouvait intervenir. C'était la seule raison. Il ne s'intéressait pas pour l'histoire de la maison, des rues dans le Marais, dans le Beaubourg, dans le cadre Beaubourg. Il prenait ça comme matière de travailler au-dessus. Oui, encore pour la Splitting House, il avait l'autorisation, puisque c'était dans le cadre dans le New Jersey, d'un programme de reconstruction d'un lotissement, et il avait eu l'autorisation de découper cette maison. Et à ce propos, je voudrais dire qu'il y a souvent un malentendu concernant Gordon Matta Clark à propos de cette maison, la découpe qu'il a faite. On parle toujours d'un acte comme ça de spatialisation, c'est-à-dire jouer avec la forme, en coupant une maison extraordinaire, de la base au sommet, comme ça, et en la décalant sur des verres, en faisant ça par lui-même. Mais en fait, quand on voit les films, il a fait filmer ça, on voit ça de l'intérieur et on a tout à fait l'impression qu'il travaille dans la matrice. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui serait à l'intérieur d'une espèce de matrice comme ça,
avec cette lumière du jour qui transparaît par la fente. Et on a une toute autre lecture, tout d'un coup, de l'œuvre de Gordon Matta Clark, qui est beaucoup plus incarnée et plus du tout formaliste de ce point de vue-là. Bon. Ok, Gordon était la génération après le minimalisme, avec Richard Nonas, Gene Einstein. Ce sont les artistes qui n'ont pas signé l'histoire après le minimalisme. Alors il a cherché de trouver un espace de vide, comme le vide de Jade, dans un contexte réaliste, avec, je pense, la connexion avec son père, avec la connexion avec le surréalisme, toutes les coupures et la surprise d'utiliser un building réel, hein, et d'amener une forme comme il a coupé 4 espaces dans le même building avec un objet absent. Alors, c'est plus une idée minimaliste, post-minimaliste. Mais il y a aussi un autre aspect, je crois, c'est pas minimaliste parce que chez lui, c'est aussi la blessure. Alors on voit une maison qui a souffert peut-être, et des architectures qui se désintègrent. Alors on voit une chose, on peut peut-être dire humaine, de blessure. Oui, comment ça s'appelle, ferita? The cut, blonde, when you have... Des Eiweiß. Non. Oui, when you cut yourself. Une coupe. Une coupe. Et oui, c'est le côté humain de le building. Automutilation. Oui, c'est la mutilation de le building qui révèle aussi l'intériorité de la matière et de l'histoire. Il y a ça, pour cette raison, c'est post-minimaliste. C'est pas la pureté de c'est aussi forme. un exemple pour la souffrance de la nature, pour la souffrance qu'il faut attaquer, qu'il faut corriger peut-être. Alors c'est très... Il y a beaucoup de connotations humaines, existentielles dans ces travaux. Pas chez Donald Judd, c'est pas ça. Il n'y a rien de ça. C'est vide, c'est vraiment vide. Mais chez lui, c'est différent pour cette raison. Il me fascine tellement. Moi, je travaille aussi sur mes toiles avec le H. J'enlève la couleur et ce sont des actes très agressifs qu'on fait contre soi-même. C'est la guerre qu'on a dans sa propre tête. Oui, c'est créer des ruines formelles aussi. Hein? C'est avec l'existence il était comme un nomade. Hein? Il cherchait des choses et il nutrit son travail avec l'agression sur le building. À Gênes, il a coupé un bureau. Il a amené aussi l'intérieur comment s'appelle, le building et la coupure del tetto, le toit. Le toit. Aussi, il y a le côté comment s'appelle le peso le poids, non? Le poids. Le poids, qui est parti, c'est anti-minimaliste, parce que c'est c'est anti-industriel. La gravité. Oui. La gravité est importante pour lui. La gravité, notre... Et les débris aussi, toutes les choses comme toi, un peu comme toi. Non? Et la gravité, notre condition humaine, la gravité, on souffre de ça, on veut voler. C'est le poids du monde, comme disait Peter Handke. Oui. Alors justement, une question importante, à partir de ces expériences d'artistes, enfin de ces actions, qui ne sont pas, d'une certaine manière, particulièrement expérimentales, elles ne sont pas forcément liées à l'expérience. Ici, elles seraient plutôt liées à ce qu'on pourrait appeler une post-expérience, une expérience qui vient après. Bon, l'un récure des rails, l'autre retrace une ligne. Non, mais je crois que et puis, non, il y a de l'expérience. Alors, quand vous nettoyez une rail pendant des jours, alors vous avez une expérience, vous pensez à des choses. Quand vous marchez sur une voie désaffectée, vous avez une forte expérience, parce que vous ne faites que ça. Il faut faire attention que ne tombez pas, parce qu'il y a toujours les seuils.
les traverses, il a toujours les traverses et tout ça. Alors, on a une drôle d'expérience, on dit. Je voulais en parler dans le rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans les trois cas, que ce soit Guénis, Boltanski ou toi, c'est un travail qui vient après l'histoire, pour corriger, pour rectifier, pour nettoyer, comme Germano Schelent le disait tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire que l'expérience s'arrête quand l'histoire a eu lieu, d'une certaine façon. On ne peut peut-être pas confondre les mêmes choses. Vous êtes sur des territoires ici de la mémoire. Oui, mais la mémoire dans ce sens qu'on veut savoir ce qu'on est. Pas pour corriger quelque chose, mais pour savoir ce qu'on est, ce qu'on est pas seulement dès on est né, mais aussi avant ce qu'on est, nous. Aussi, le geste de faire comme ça, il y a la communication de la chaleur qui est énergie. C'est donner énergie à une situation qui est peut-être abandonnée Oui, et qui n'est pas considérée. Non? Il est contre l'entropie. C'est l'entropie. Oui. Contre l'entropie, il donne l'énergie à la Terre. Il ne prend pas de l'énergie, il n'est pas consommateur, mais il redonne l'énergie à la Terre, comme moi les diamants. Oui. Mais en quoi est-ce que c'est rédempteur? Est-ce que c'est ce qui est recherché? Rédempteur. Sauver quelque chose? Non, c'est pas sauver. Non. C'est donner une énergie qui chaque artiste donne en une situation qui est oubliée, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas traversée. Ça, c'est la fonction de l'histoire de l'art, de l'artiste, excusez-moi. Et il donne énergie pour changer une situation sans changer la situation. Et en même temps, on donne l'énergie, mais l'énergie est tellement homéopathe qu'on peut même pas doser cette énergie, c'est impossible, c'est clair. Mais rédempteur, je dirais pas, parce que à cause du caractère religieux peut-être du terme. Non, rédempteur, ça veut dire on peut faire quelque chose mieux. Oui. Ça c'est rédimer peut-être, faire quelque chose. Oui. C'est restaurer. Ça nous sauve. Quoi, on peut pas. Je ne sais pas si on peut sauver le monde. Je ne sais pas s'il mérite de l'être. Ça, je sais pas. Chacun a son point de vue. Non, c'est restaurer. Je ne pense pas que c'est une restauration. C'est donner. C'est l'aspect sacrificiel de l'artiste qui donne son énergie, qui passe des choses, qui amène un nouveau vie comme l'arbre de la vie, encore une fois. Oui, non? c'est aussi un signe, une image de la totalité. Alors, par exemple, je me souviens quand on a voulu exprimer la Trinité, alors le secret, das Wunder, le miracle de la Trinité, hein, l'énigme de la Trinité. Alors, il y a un petit enfant à la plage, et il vient, un philosophe, théologue, et il explique que avec cette cuillère, l'enfant ramasse le sable de la mer. Quand il a tout ramassé, ça sera l'explication de l'énigme. Alors, on ne peut pas déclarer, c'est la totalité du christianisme, de la catholicisme. On ne peut pas. Alors, comme celui-ci, il ne peut pas réchauffer le monde avec son frottement, mais il le fait. Et aussi, c'est la mention de Siegfried, le feu. Non? Le feu, c'est produit de le feu. Non? C'est la même chose. C'est à traverser une situation entre une situation et l'autre. C'est seulement le métier de l'artiste. Mais donner l'infini, enfin le fini pour l'infini, le vide pour le plein, est-ce que c'est pas revenir à définir l'artiste comme Platon le faisait il y a bien longtemps? Enfin, le deuxième Platon, le vieux Platon, devenu quelque peu réactionnaire, quand il disait qu'au fond, l'artiste est un faiseur, est un menteur, c'est quelqu'un qui est éloigné de 2 degrés. Mais Platon, il était un autoritaire. Alors, oui, mais il était complètement autoritaire et dire des choses rigoureuses. Il était comme Hegel, un
un prophète de l'État. Alors, il était pour l'État fort. Alors, Platon, qu'est-ce que tu as dit de Platon? Et effectivement, à la fin de sa vie, il a participé au gouvernement des 30 tyrans après la défaite d'Athènes contre les Spartiates. Ah oui, il était Voilà. pour un État très fort, voilà, pour les élites, pour les... Non, mais c'est revenir... Mais pourquoi tu Non, mais parce qu'au fond, la posture que vous adoptez, finalement, n'est jamais qu'une posture traditionnelle, j'ai l'impression, pourrait l'être, qui est celle de l'idéalisme. C'est-à-dire de dire, au fond, je ne sais pas, comme Gina Pan, qui déplace un caillou dans l'ombre et qui le met au soleil, et qui dit... Ben voilà, je suis en train de réchauffer l'univers par ce geste, mais dans les faits, elle ne fait jamais que déplacer un caillou dans l'ombre et de le mettre au soleil. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que l'idéalisme ici ne prend pas le dessus? Non, moi je suis complètement contre ça, parce que contre Plotin aussi, après Platon, le new platonisme, il croit qu'il y a un système, il y a des idées en haut dans le ciel. Et la matière est construite d'après ces idées, suivant ces idées. Et moi, je crois que dans chaque petit truc de matière, il y a déjà l'esprit inclus. Alors, il faut le découvrir. L'artiste découvre l'esprit qui est déjà là-dedans. Alors, moi, je pars d'en bas et pas d'en haut, là. C'est comme un arbre. C'est différent. Tu ne parles pas avec... le ciel, tu sais, dans la terre. Tout le chemin de fer, c'est sur la terre. Hein? C'est les symboles de la terre. C'est le voyage sur la terre. C'est le vide sous la terre. Oui, il découvre la communication, que le rail peut briller. Oui. Il découvre que ça brillait comme des étoiles. Mais il le découvre là. Il n'a pas l'idée de quelque chose. Mais il frotte et puis il voit tout d'un coup que ça brille, hein, que ça donne un éclat. Alors, il y a eu tout un courant dans l'art du XXe siècle et de la fin du XXe siècle surtout, qu'on appelle le courant disparitionniste. Vous excuserez, disparitionniste. Bon, les artistes travaillent sur la question de la disparition. C'est-à-dire, oui, la dématérialisation, mais plus que ça, c'est-à-dire plus qu'arriver au vide de la matière, mais à évoquer l'humanité très précisément en ne la montrant jamais. Ce que fait par exemple Boltanski, quand au lieu de montrer des personnes, il montre des plaques avec les noms. On sait qu'il y a des gens qui ont habité là, ils avaient tel ou tel métier, telle fonction. Alors ce courant a pris de plus en plus d'importance jusqu'à aujourd'hui, au point que, bon, parfois, le problème, c'est celui qui consiste à représenter les personnes. Devant l'histoire. Alors, oui, c'est ce que tu dis. Comment c'était le mot, le français? Oui, oublions. Enfin, dis-moi. Le courant disparitionniste. L'artiste est toujours disparitionniste parce qu'il attaque jamais directement. Alors, on peut pas avoir une idée et on va sur cette idée. Il y a toujours des détours et il y a toujours des résultats qui sont différents de ce qu'on voulait. Alors, disparitionniste. Faut pas m'en vouloir. C'est joli, hein? Disparitionniste. Non, mais là, on plaisante avec ça, mais là, on pourrait dire que le premier exemple d'art, d'une certaine manière disparitionniste, c'est ce qu'on appelle les ombres soufflées d'Hiroshima, c'est-à-dire ces ombres humaines qu'on a retrouvées après l'explosion. Mais qui sont très curieusement ce qui reste des corps, que la chaleur a d'une certaine manière dessiné. La chaleur a dessiné ça, mais il n'y a plus les corps. Mais ils sont terriblement présents, tout en n'étant pas là. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le vide nourrit vraiment le plein. Le signe va vers la totalité. Non, c'est un très beau exemple. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas totalement un courant idiot. Hein, non, je n'ai pas dit. Non, c'est exemple. Bref, quand une artiste, Jeanne-Marie Musiol, par exemple, artiste canadienne, elle photographie des arbres. Vous voyez un ensemble de photographies d'arbres. Ça ne vous dit rien, mais on voit que ces arbres sont pris à Auschwitz, ces photographies. Et le simple fait de savoir que c'est pris à Auschwitz, immédiatement vous reconstituez la présence au-delà de l'oubli justement que l'histoire a créé. Alors justement, mais il y a aussi un autre chose. Comment ça s'appelle ces artistes qui ont déchiré les publicités? Heinz et Villeglé, Raymond Heinz, Mimo Rotella. Ça c'est aussi comment dis-tu? Mimo Rotella.
Oui, oui. Alors, ça c'est aussi une sorte de tombeau. Disparitionnisme. Non, c'est pas la même chose. Non, Non, je ne le dirai plus. c'est intéressant parce Ouais, que et j'aime beaucoup ces tableaux. Oui, Ils sont dans la ville dans le musée de la ville de oui, Paris. bien sûr. Et vous connaissez, non? Ils ont arraché des publicités. Et ce qui reste est très intéressant parce que ça ne veut dire plus rien. Ça ne dit rien. Mais quand même, c'est très intéressant parce que ça disparaissait des choses. Oui, et puis ça a un sens. C'est Pierre Restany, le critique d'art du nouveau réalisme, qui disait quand vous regardez les affiches de la campagne de François Mitterrand en 1981, il dit les affiches du premier tour sont très très violemment abîmées. Et celles du second tour, beaucoup moins. comme si tout le monde avait compris qu'il allait être élu et que ce n'était pas la peine de s'énerver. Qu'on ne peut plus rien faire. Oui, sans doute, oui. Ah oui. Alors, Germano Ceylan, je me tourne un petit peu vers toi parce qu'on parlait de l'arte povera au départ, c'est-à-dire des formes d'œuvres très irriguées par l'idée de nature, d'organique, de minéralité, de produits de la physis, hein, donc, c'est-à-dire vraiment des formes qui sont des formes de la présence réelle même pour employer. Alors là, un terme protestant cette fois. Présence réelle, c'est protestant, hein, c'est luthérien. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement de ce travail de l'artiste qui évoque l'humanité, l'humain, la matière humaine, mais dans le retrait ou dans l'absence? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je ne pense pas que l'art pauvre était lié à la matériaux, c'était lié à l'énergie, le changement d'énergie. Et c'est plus ou moins la même chose. C'est l'énergie qui existe dans le feu, dans l'eau, dans tous les éléments naturels. Alors, c'est plus lié à une situation de changement qui est permanente. Ce n'est pas un objet qui va rester unique. Ça, c'était les contributions. C'est que moi, il y a toutes les références historiques. Les chevaux de Cunelli sont l'histoire, sont des situations qui sont liées à les chevaux de Chirico. Il y a toutes les choses, mais avec une idée que le travail, il peut changer, comme s'appelle le parotte de Papagallo. Le perroquet, qui est dans les tableaux. Oui, mais ça dit aussi que ça veut dire aussi que l'esprit est dans les choses. Oui. Alors ils prennent les choses pauvres parce qu'ils trouvent un esprit là-dedans. Ce que je dis sur le platonisme, ils trouvent l'esprit là-dedans. Alors Cunelli, il utilise des trucs normaux, de charbon, qu'est-ce qu'il a de café, coton, gaz. Rien de plus banal, mais il découvre, il le présente. Qu'on voit qu'il a découvert quelque chose, qu'il a découvert l'esprit dans ces choses. Oui, le café, c'est Naples. Le café, c'est l'histoire de Naples. Alors, il y a les paroquets, c'est l'histoire de... Et le charbon, c'est le capitalisme, le marxisme et, aussi, c'est l'histoire italien. C'est la dimension du temps qui vient être découvert. Mais aussi, il y a les paroquets qui, comment ça s'appelle, bite. Qui pique. Qui morde. Aussi, l'art peut être un instrument qui morde. Ouais. C'est beaucoup de... Et les chevaux dans la galerie, c'est l'histoire des chevaux. Les chevaux, ils mémorisent toutes les batailles qu'ils ont faites. Vous imaginez La cavalerie. J'ai un disque sur la musique de la cavalerie française. On l'écoutera peut-être la prochaine fois. Tu l'apporteras. Bien, mais écoutez, on arrive au terme de cette rencontre. Je vous remercie pour votre attention. Alors, limez vos dents et utilisez-les avec énergie. Et nous vous donnons rendez-vous en vous remerciant dans 15 jours. Voilà, au revoir.